Je vous demande maintenant d'accueillir Andy Smith, qui lui est directeur de recherche à Sciences Po à Bordeaux. Et il va nous parler des inégalités territoriales en matière d'action climatique, en proposant un panorama des éléments qui expliquent de manière bien différente de faire un établissement public de coopération intercommunale, je vous remets là les EPCI, hein, et un autre quand il s'agit de mettre en place le plan climat, air, énergie territorial, donc quand on parle des PCAET. Andy, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde, ce petite pause parce que j'avais quand même envoyé un titre avec le PowerPoint, mais il a disparu. Donc je ne sais pas si, en gros, ça. Et d'ailleurs, je mémorise pas des choses comme ça, mais je suis là pour vous parler de la prise de décision en matière d'action climatique. Cette fois-ci à l'échelle intercommunale et sur la base d'une enquête de long cours qu'on a menée et qui, ok, la technologie est avec nous aujourd'hui. Ou sinon, je peux le faire sur l'ordi. Je peux faire le faire là. Ok. Bon, voilà. Donc donc une enquête de long cours. C'est aussi une occasion de peut-être de présenter à vous ce qu'on fait en sciences politiques, en tout cas sciences politiques de nos jours. On fait des recherches, on fait des enquêtes, et puis on les restitue comme j'essaie de faire aujourd'hui. Et donc c'est là je vais vous parler d'une recherche qui a été financée d'abord par des crédits de la région et ensuite par l'ADEME. Autour d'une double question, un constat du début de notre enquête sur l'action climatique à l'échelle locale, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Premier constat, pourquoi l'appropriation du thématique climatique varie autant d'une intercommunalité à une autre. Donc le PCI, c'est une intercommunalité. Et puis, pourquoi, ça va peut-être vous intéresser encore plus, sauf exception, les niveaux d'ambition de ces actions sont généralement assez modestes et pas à la hauteur de ce qu'aurait voulu l'État lorsque l'État a mis en place une politique volontariste en la matière. J'y vais y revenir. Et ce faisant, je vais essayer aussi de renseigner un des sous-thèmes de la journée, c'est-à-dire le rapport entre le savoir scientifique, le savoir-faire politique et l'action publique. Et ça, je vais venir dans ma troisième partie. Alors, comme dirait Mathieu, comment j'ai fait tout ça? Ben, j'ai fait ça avec d'autres. J'ai fait ça avec une équipe, donc on était nombreux. On a étudié 25 intercommunalités. Je pourrais revenir sur les principes de sélection, mais bien sûr, il en avait un, il y en avait quelques-uns. Et puis, notre entrée en matière était cet acronyme un peu imbouvable, les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, qui, depuis 2016, toutes les intercommunalités d'une certaine taille doivent monter et mettre en œuvre. Et c'est l'État qui impulse ça. Donc pour nous, c'était un point d'entrée sur le terrain, juste un point d'entrée parce que notre objet plus global, c'était qu'est-ce qui se fait en matière de l'action climatique à cette échelle. Et ça, c'est important parce que même si le législateur a dit, d'ici 3 ans, toutes les intercommunalités de France devraient avoir son plan climat, aujourd'hui, 10 ans après, il y a toujours à peu près 20-30% des intercommunalités éligibles qui n'ont toujours pas de plan climat. Bon, on peut revenir sur ça aussi si ça vous intéresse. Donc, comment on travaille? Bien entendu, on a lu tous les documents, il y en a beaucoup qui entourent ces plans climat. On a fait des entretiens dans l'ensemble des 25 intercommunalités. On a fait à peu près 200 entretiens en tout avec les élus, avec les chargés de mission, parfois avec les interlocuteurs dans les secteurs les plus concernés. On a fait une enquête par questionnaire auprès de ce qu'on appelle, nous, des VP climat, c'est-à-dire, parce que ces vice-présidents s'appellent un peu différemment dans différentes intercommunalités, par exemple des vice-présidents
chargé du développement durable ou de la transition écologique. Le nom change, mais on a réussi à quand même avoir pas mal de réponses de CVP. Je précise, c'était pendant le mandat précédemment qui a précédé les municipalités de ce mois de ce printemps. Et on a également pu observer un certain nombre de réunions locales, par exemple de montage des PCAET, des SCOT aussi, parce que des SCOT qui concernent l'urbanisme ont un lien fort avec des questions climatiques, bien entendu, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, en bonne scientifique, on est parti de l'état des connaissances existantes, mais on était un peu dans l'embarras. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment en étranger, sur l'action climatique locale, mais très souvent, on est parti très vite sur les territoires qui étaient réputés comme des pionniers de l'action climatique, Copenhague par exemple, et très vite et très souvent on a ciblé jusqu'ici plutôt les grandes villes, alors que nous on était beaucoup plus intéressés à avoir affaire à un échantillon de villes et d'intercommunalités, de terrains de différentes tailles. Et puis, deuxième, un petit billet de cette recherche. Il a beaucoup de choses d'intéressantes à prendre de toute cette recherche, bien entendu. Mais je vais vite et je vais un peu à la critique. C'est que très vite, ces analyses souvent restent au stade de la lecture des documents officiels, des brochures faites par les intercommunalités. Pour nous, ça posait un petit problème d'objectivité, d'absence de création de données propres. Et en plus, à partir de là, on en conclut que finalement, les territoires qui font plus d'actions climatiques sont ceux où sur le plan socio-démographique, les conditions sont favorables. On a des populations relativement jeunes, relativement diplômées, par exemple, où on fait une analyse en termes de capacité d'action. Des communes, des territoires les plus riches sont plus en avance sur l'action climatique, ce type d'analyse. Alors, le problème, c'est que ces analyses-là ne résistent pas à l'analyse, en tout cas dans les territoires que nous avons choisis et l'échantillon des territoires. Premièrement, comme j'ai sous-entendu, il y a un tropisme urbain dans ce type d'études. On a pensé que c'était peut-être nécessaire de corriger un petit peu ce tropisme en étudiant aussi le périurbain et le rural. Deuxièmement, on voit on a vu qu'aucune variable socio-démographique permet de prédire ou même d'interpréter le degré d'ambition de l'action climatique locale. Et que, comme je vous ai dit, finalement, beaucoup de ces études restent au stade de la comparaison formelle des plans climat, mais ne font pas la comparaison de l'action publique climatique. Nuance importante. Donc, nous, on a conclu que la nécessité de faire une analyse comparée qualitative, c'est-à-dire où on va sur le terrain et on fait des entretiens auprès des acteurs pour essayer de comprendre les dynamiques politiques propres à chaque territoire. Donc, on a été extrêmement sensible aux histoires singulières, de chaque intercommunalité. Et effectivement, on voit bien qu'il y a, vous en connaissez peut-être certaines intercommunalités qui sont plus matures, plus institutionnalisées que d'autres. Et puis par ailleurs, ce qui nous a intéressé, c'est de prendre un peu plus à bras le corps les rapports différents avec 4 grands secteurs qui affectent lourdement l'action climatique ou qui sont appelés à y participer. C'est l'urbanisme, évidemment, les mobilités, l'énergie et l'agriculture. Donc, pour le dire dans notre langage à nous, on a voulu, tout en prenant en compte ce qui structure éventuellement ces territoires sur le plan socio-démographique et économique,
ajouter dans l'analyse aussi ce qu'on appelle en anglais l'agency des acteurs, c'est-à-dire la capacité à agir de ces acteurs. Alors, à partir de là, après cette introduction un peu longue, je vous l'accorde, je vais chercher à faire trois choses, mais assez rapidement pour passer, j'espère, à une phase de questions et de réponses. Donc, premièrement, dans un premier temps, effectivement, je vais essayer de vous montrer comment, dans différents territoires, travaillent un peu les chevilles ouvrières de l'action climatique locale, les chargés de mission climat, et comment ils travaillent surtout par rapport à ce que nous on a appelé une certaine ambiguïté des plans climat. Donc on va essayer de fouiller autour de ce constat-là. Ensuite, je vais essayer d'aborder le rôle qu'ont joué les élus dans les territoires observés. C'est un rôle extrêmement important. Ça va pas vous surprendre. En France, le gouvernement local est très tourné vers, en tout cas, les élus ont une place très importante dans la décision locale. C'est pas toujours le cas dans d'autres pays voisins, par exemple. Donc, on va essayer d'aborder ça plus de front en analysant comment les chargés de mission travaillent avec le VP climat, notamment. Et puis enfin, j'ajouterai une petite section à la fin pour revenir sur et la science dans tout ça dans un troisième temps. Alors, donc toujours, passons donc à cette partie sur les chargés de mission. Donc, c'est des permanents, c'est des personnes, bon, parfois ils sont des contractuels, mais qui travaillent quotidiennement pour leur intercommunalité. Par exemple, le syndicat qui rassemble les intercommunalités du bassin d'Arcachon, par exemple. Ils ont des chargés de mission censés à la fois monter et mettre en œuvre le plan climat. Donc, il y a toute une technostructure, si vous voulez, de l'action climatique publique avec ces personnes vraiment à l'épicentre. Alors que, effectivement, un de nos premiers constats, c'est que ces chargés de mission sont constamment exposés à un certain nombre d'ambiguïtés de cet instrument de l'État qui est cette obligation à faire un plan climat. Premièrement, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment une politique, un plan local qui est demandé par l'État, ou est-ce que on veut que les collectivités territoriales font des choses puis produisent des résultats qui sont ensuite remontés à l'État pour pouvoir monter sur le plan international que la France est bien en phase avec ses engagements internationaux. Ça peut vous paraître extrêmement théorique, mais en fait, dans le comportement d'un certain nombre d'acteurs étatiques qui, de temps à autre, interviennent dans le jeu, cette ambiguïté est problématique sur le plan local. Deuxièmement, monter un plan climat, c'est pas forcément évident sur le plan des ressources parce que il y a aucun crédit de l'État qui vient avec cette politique. C'est une politique, nous on appelle ça en sciences politiques, une politique constitutive qui essaie de pousser les intercommunalités à avoir une action climatique, mais cet encouragement ne s'est pas accompagné directement, en tout cas, de crédit. On a pu chercher des crédits par d'autres voies, mais donc c'était déjà un premier travail de ces chargés de mission, c'est de pouvoir financer le montage le plan climat. Et puis, plus généralement, effectivement, un ou une chargée de mission climat doit s'adapter à de la loi qui a changé plusieurs fois pendant la mise en œuvre de leur plan climat respectif. Ou de la reprise de leur plan climat respectif. Par exemple, le recul récent sur le ZAN, sur tout ce qui est zonage ou zone artificielle, zéro artificialisation nette. Merci beaucoup.
a pas mal bousculé le travail de ces chargés de mission. Vous pouvez imaginer. Donc la vacillation de l'approche de l'État fait partie des défis de ces chargés de mission. Ensuite, même pour monter chaque plan climat, on demande aux intercommunalités de faire un diagnostic de leur production, par exemple, des gaz à effet de serre. Donc quelque chose qui, notamment les scientifiques dans la salle, doivent penser que c'est extrêmement logique de faire ce diagnostic. Dans un premier temps, au niveau local, généralement, les acteurs se sont dit, pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Mais en fait, c'est extrêmement difficile de faire cet exercice parce que très souvent, des chiffres concernant les émissions n'existent pas à l'échelle d'une intercommunalité. Elles sont faites à d'autres échelles, donc il faut extrapoler. On peut se faire aider, et c'est le cas pour beaucoup de ces intercommunalités. On s'est fait aider par les agences régionales d'énergie, par exemple, ou par d'autres. Mais le premier problème, c'est que tout ceci a été très cadré sur le plan énergétique. Et la partie plus généralement de l'air déjà, et puis de climat en général, est souvent passée un peu à l'as au moment de la construction du diagnostic de chaque plan climat. Et plus généralement, et je vais revenir, les chargés de mission avaient un mal fou à faire en sorte que leurs élus s'approprient de ce diagnostic. Donc, en gros, il y avait deux phases. Monter les diagnostics et faire une stratégie d'action. Les élus, de manière générale, étaient plus intéressés, ils se sont impliqués davantage dans le montage de la stratégie d'action, mais souvent, il y a eu un hiatus entre ce que le diagnostic a proposé et la stratégie d'action. Donc, tout ceci a provoqué un certain nombre de difficultés à l'échelle locale. Pardon, je me suis un peu anticipé pour aller plus vite. Et peut-être le point principal que je voudrais mettre, c'est le troisième point, c'est que finalement, c'est un effet inattendu de la politique de l'État. Cette obligation a fait un diagnostic, a obligé beaucoup d'intercommunalités à chercher en dehors de leurs propres ressources de l'expertise, et de l'expertise essentiellement puisée dans le monde de la consultance, parfois de la consultance vraiment de qualité, parfois moins, mais tout ceci a généralement participé à une espèce de déconnexion entre les élus censés décider et s'approprier, légitimer le plan d'action et ce long processus assez bureaucratique, hyper technique de la construction du plan climat. Donc, plus généralement, effectivement, je pourrais revenir sur trop en détail, mais très souvent, un plan climat local s'apparente à une espèce de patchwork de données, parfois forcément très bien reliées entre elles. Et par ailleurs, un patchwork d'actions qui ne sont pas non plus forcément bien réunies ensemble. Et in fine, donc la difficulté pour des acteurs qui doivent décider et mettre en œuvre et vraiment être en charge de cette politique, c'est-à-dire des élus, à trouver un sens dans le plan climat. Alors, il y a certains territoires, je pense au Pays Basque, par exemple, je pense aux grandes causes dans l'Aveyron, par exemple, où on a vraiment profité du fait de faire un plan climat pour faire une grande consultation publique et où les élus ont été vraiment emballés par l'exercice. Ils n'étaient pas tous d'accord autour de ce qui était prévu dans le plan, mais dans beaucoup d'autres territoires, cet exercice a été fait extrêmement technocratiquement, avec très peu de consultation, et on a coché des cases, et finalement, un plan a été adopté, ou il a été retoqué par la préfecture. Donc,
pas un processus extrêmement galvanisant sur le plan local pour beaucoup de territoires. Donc, d'où l'intérêt de fouiller un peu plus dans ce que faisaient les élus autour du plan climat. Je passe à ça maintenant. Effectivement, en m'appuyant davantage sur le questionnaire qu'on a fait passer à ces VP climat dont je vous ai parlé en introduction. Donc, je pense qu'on peut passer sur le rôle des chargés climat là, mais effectivement, il y avait beaucoup de conditions à remplir pour que le binôme entre un chargé de mission et un ou une VP soit optimal au sein d'une intercommunalité. Il fallait par exemple, on a vu que les chargés de mission normalement pour jouer ce rôle-là doivent quand même avoir un certain nombre de compétences. Pas toujours le cas, souvent le cas, mais pas toujours. Avoir une durabilité dans le poste. Très souvent, cette condition n'était pas réunie parce que, comme vous le savez, dans les instances comme les intercommunalités, très souvent, on travaille sur contrat. Donc, après 2 ans, on s'en va. Donc, on perd toute la mémoire du processus de construction du plan climat. Et puis, côté VP climat, sans surprise, les compétences et la capacité des élus, les ressources, pour dire des choses plus analytiquement, varient énormément d'un élu à un autre. Bon, c'est intéressant juste peut-être rapidement de penser à qui sont ces élus, comment ils le deviennent et comment ils agissent. Je vais passer très vite là-dessus. Bien sûr, je vous transmettrai des diapos si ça vous intéresse par la suite. Mais en gros, on a affaire quand même à des acteurs qui sont un peu plus diplômés que les moyens, qui sont ou ont été souvent des cadres dans leur vie. Et il y a même un peu autour de 17% de notre échantillon qui ont travaillé dans l'environnement, dans des sujets en lien avec l'environnement, qui avaient une certaine compétence. Mais plus généralement, ce qui nous a marqué, c'est que, en gros, ces acteurs avaient généralement beaucoup de ressources cognitives pour travailler, pour mettre en œuvre les plans climat, mais c'était plutôt le capital politique qui était souvent assez relatif. Donc, il faut pas trop s'arrêter sur ce fait, mais c'était extrêmement rare d'avoir affaire à des VP climat qui étaient parmi les 2, 3, 4 premières VP d'une intercommunalité. Généralement, on donne le climat à une VP qui est plutôt vers la fin du peloton. Ça, c'est juste un constat pour commencer. Et puis, plus généralement, on s'est positionné on s'est intéressé à la manière dont les VP qu'on a étudiés se positionnent par rapport au climat, et on aboutit après maintes analyses à une typologie où en gros il y a 3 types d'élus de VP climat qui travaillent différemment sur et avec le plan climat. Il y a d'abord ce qu'on appelait un VP, un ou une VP généraliste qui n'avait pas de compétences climatiques particulières en endossant son mandat, et en plus n'a pas forcément un poids politique très important. Donc souvent un ou une maire d'une commune relativement petite dans l'intercommunalité. Et donc, pour avoir du pouvoir, pour essayer d'encourager les services de l'EPCI de climatiser leurs actions, il ou elle a souvent été dépendant du président ou de la présidente de l'intercommunalité. Un peu à l'inverse, je passe au cadran vert. On a eu affaire à quelques VP militantes qui étaient extrêmement politisés, qui ont obtenu le poste, en tout cas le mandat de VP climat
parce que ils étaient connus localement comme des défenseurs de l'environnement, ce qui leur donnait un certain poids politique, mais également ce qui les exposait souvent à être mis en minorité par d'autres élus lorsqu'il y avait des arbitrages entre les dossiers climatiques et des dossiers concernant l'urbanisme, en particulier la reprise des PLU, notamment, où généralement c'est l'adjoint ou l'adjointe à l'urbanisme qui gagnait l'affaire, alors que la VP militante du développement durable était obligée de manger son chapeau, si je peux dire. Et puis, enfin, il y a aussi, il y a eu quelques VP techniciens ou techniciennes qui étaient vraiment là, les experts, qui étaient un peu comme des consultants. Ils avaient presque ce niveau de compétence, mais souvent, pour eux, un peu comme le généraliste, ils n'avaient pas forcément les ressources politiques pour agir. Donc, de manière générale, une manière d'expliquer la relativement faible ambition de beaucoup des plans climat, c'est de regarder de près comment les VP climat travaillent au sein de leurs exécutives respectives, au sein de leurs bureaux respectifs, et comment et pourquoi souvent ils ont été mis en minorité, ou en tout cas leur action n'a pas été priorisée par rapport aux actions plus classiques des intercommunalités. Effectivement. Pour finir, je vais juste faire un clin d'œil à la science dans tout ça, parce que je m'étais dit que dans une journée d'acclimateur, on s'intéresserait à finalement, est-ce que la science a un impact direct ou indirect sur l'action climatique locale. Donc le message global, c'est que ce savoir scientifique peut être mobilisé. J'ai assisté à des réunions où même des personnes enfin des membres d'Acclimatea ont pu faire des exposés dans les territoires que nous avons étudiés, et que il me semble que c'est pas sans incidence sur les intercommunalités en question. Mais il faut quand même regarder un petit peu de près quelles sont les conditions qui permettent, dans les meilleurs des cas en tout cas, l'appropriation de ce savoir. Premièrement, en revenant sur des diagnostics et des stratégies d'action des instances intercommunales. Et puis deuxièmement, en réfléchissant à comment on prend la décision dans une intercommunalité de manière générale. Alors, juste sur le premier point, et j'ai un slide sur chacun, donc je m'approche vraiment de la fin. Je regarde la présidente de séance. Donc, sur ce premier point, il y a un peu la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques communes, quelques intercommunalités qui mobilisent la science de manière assez systématique dans leurs actions climatiques. Je pense aux exemples qui peut-être sont les exemples évidents, le Pays Basque et La Rochelle, mais il y a aussi les grandes causes qui est vraiment au fin fond de l'Aveyron, qui cette intercommunalité aussi mobilise régulièrement la science pour appuyer une action assez ambitieuse en matière d'action climatique. Mais il faut dire qu'il y a bien d'autres qui, on a intérêt, j'essaie d'être poli, on a intérêt très minimal pour la science et même pour l'expertise plus généralement. Le Médoc-Atlantique, pas très loin d'ici, est un exemple. Une intercommunalité qui n'a toujours pas de plan climat après 10 ans de petits efforts, et le Grand Montauban qui est une intercommunalité qui a gagné des prix de l'ADEME pour ses actions climatiques. Mais si on regarde de près ce qui s'y fait et comment, on serait un peu plus étonné, me semble-t-il. Alors, des variables qui comptent, c'est aussi comment on aborde l'expertise. Et effectivement, ce qui m'a marqué dans mon travail des terrains au Pays Basque, c'est à quel point on a essayé de faire en sorte que ça soit plutôt les techniciens de l'agglomération
du Pays Basque qui mènent la barque en matière d'expertise. Ils ont ensuite allé chercher auprès des scientifiques ou des agences environnementales des données précises, mais c'est au sein même de l'intercommunalité qu'on a endogénisé l'expertise sur le climat. Et ça me semble pas surprenant qu'à partir de là, on arrive mieux à faire approprier cette expertise. Donc, peut-être une leçon à apprendre, c'est comment travailler avec ces personnes qui travaillent au sein même des intercommunalités pour faire avancer l'appropriation de la science à cette échelle. Ensuite, il y a aussi des communes, désolé, je mentionne encore le Pays Basque, ou des organes qui facilitent la médiation scientifique. Par exemple, le conseil de développement, il y a des conseils de développement partout, mais généralement, ce sont des coquilles vides où c'est un club où se rencontrent les responsables des entreprises. Je suis un peu méchant, mais c'est souvent ça. Au Pays Basque, c'est une vraie entité qui a sa technostructure, qui organise plein d'événements et d'échanges, et pas que des événements et d'échanges consensuels au Pays Basque, et ceci depuis des années, voire des décennies. Donc, à nouveau, c'est quelque chose qui facilite, qui encourage la mobilisation de la connaissance, et souvent de la connaissance scientifique. Et puis, se pose aussi la question de est-ce que des universitaires prennent le temps d'aller dans ces territoires, dans ces différents territoires? On pourrait me dire, La Rochelle, il y a une université là, il y a les sciences de l'environnement. C'est peut-être pas étonnant si c'est à La Rochelle qu'on mobilise davantage de sciences. Quid au fin fond du Lot-et-Garonne? Donc, ça serait vraiment, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais je pense que c'est le type de question qu'il faut qu'on se pose, y compris au sein d'Acclimatera, si je peux oser dire ça. Et puis, ensuite, il faut aussi, me semble-t-il, pas se voiler la face et se rappeler que les intercommunalités ont quand même un défi non seulement d'appropriation de la science, mais aussi un défi démocratique. Certains disent un déficit démocratique et qui se traduit souvent par une présidentialisation de la décision. C'est une présidentialisation qui a un impact également sur l'action climatique. Alors, lorsqu'un président est relativement disposé, soit pour des raisons de conviction personnelle, soit parce qu'il est dans un système de contraintes qui le pousse à pousser l'action climatique, il peut faire beaucoup de choses en matière d'action climatique locale, mais s'il est réticent, s'il n'y a pas des forces à l'intérieur de l'intercommunalité qui le poussent à agir, généralement, c'est l'inaction qui prime. Donc, c'est une grosse variable lourde, mais ça renvoie quand même à une bonne vieille question de science politique, de l'importance des régimes au sein duquel l'action publique se déroule. Donc, je conclus vraiment rapidement. Désolé d'avoir dépassé de 2 minutes. Effectivement, tout ce que j'ai dit se fait dans un contexte où je sais que le processus d'appropriation locale des injonctions à faire de l'action climatique est un défi considérable. Ce que moi j'ai constaté sur le terrain, il y a certains EPCI qui ont quand même pu relever ce défi, mais la plupart de nos terrains, et on a vraiment investi 25 terrains, ont relativement peu relevé ce défi d'appropriation, assez rarement pour des raisons financières, parfois face à des résistances structurelles locales. Vous imaginez bien si vous avez une opposition n'en parlons pas d'une majorité Rassemblement national, c'est quand même vous jouez contre la pente, comme on dit. Mais généralement, ce qui nous a marqué, c'est que sur le terrain, c'est assez rare que ceux qui veulent faire de l'action climatique locale s'équipent avec les ressources nécessaires pour emporter la mise.
pour convaincre les autres que c'est à cette échelle qu'une action climatique est non seulement pertinente, mais elle est légitime. Et il me semble que le défi est vraiment, et on a tourné autour de ça ce matin, le défi c'est d'éviter le fatalisme plutôt que de dépolitiser l'enjeu climatique, c'est au contraire de la politiser, mais pas dans le sens de la polémique, mais dans le sens de reconnaître que la transition écologique peut provoquer des clivages, mais qu'il faut travailler avec ces clivages et essayer de mobiliser autour de ceux qui veulent aller de l'avant. Merci beaucoup.